6e puissance militaire mondiale. C'est le classement de la France en 2026 selon Global Firepower, devant le Japon, devant le Royaume-Uni, devant l'Allemagne. La France possède l'arme nucléaire, un porte-avions à propulsion nucléaire, des sous-marins lanceurs d'engins capables de raser un continent, des avions Rafale que le monde entier s'arrache, et un budget de défense qui vient de franchir les 57 milliards d'euros. Sur le papier, c'est impressionnant. Mais il y a un problème que personne en France ne veut vraiment regarder en face. L'armée française est construite pour dissuader, pas pour combattre. Et si demain, un conflit de haute intensité éclate aux portes de l'Europe, le genre de guerre que l'on voit en Ukraine depuis 2022, la France tiendrait quelques semaines, pas quelques mois, quelques semaines. Aujourd'hui, on va ouvrir le capot de la 6e armée du monde. On va regarder ce qui brille et ce qui est casse. Budget, rafales, sous-marins, porte-avions, mais aussi munitions, effectifs, capacités réelles à projeter des forces. On va répondre à une question simple. La France peut-elle vraiment se battre ? Restez avec nous, parce que la réponse pourrait vous surprendre. Mais d'abord, un rappel. La France est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. Le seul à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le seul à opérer un porte-avions nucléaire. C'est aussi le premier exportateur d'armes en Europe et le 3e au monde, derrière les États-Unis et la Russie. L'industrie de défense française représente 200 000 emplois directs et un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros par an. Dassault Aviation, Naval Group, Thales, Safran, MBDA, ces noms comptent parmi les leaders mondiaux dans leur domaine. Donc quand on dit 6e puissance, ce n'est pas symbolique, c'est réel. Mais la question est, cette puissance est-elle utilisable ? Commençons par ce qui fonctionne, et qu'elle commence par un chiffre, 57,1 milliards d'euros. C'est le budget de la mission Défense pour 2026. En 2017, ce budget était de 32,7 milliards. Il a presque doublé en 9 ans. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit 400 milliards d'euros sur 7 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Où va cet argent ? 14 milliards pour les programmes d'armement en 2026, une hausse de 30% par rapport à 2025, 2,4 milliards pour les munitions, 750 millions pour l'espace militaire, 900 millions pour la défense antiaérienne, et au total, plus de 40 milliards d'euros de commandes de matériel prévues pour 2026. Maintenant, parlons de la vitrine. Le Rafale, l'avion de combat Omnirol de Dassault Aviation. C'est probablement le meilleur avion de combat européen en service aujourd'hui. Il peut faire de la supériorité aérienne, du bombardement stratégique, de la reconnaissance, et il porte le missile nucléaire ASMPA. Un seul avion qui remplace 4 types d'appareils différents. Le carnet de commandes de Dassault explose. L'Inde a commande 36 Rafales. L'Égypte, 24. Le Qatar, 36. La Grèce, 24. L'Indonésie, 42. Les Émirats, 80. Et plus récemment, la Serbie. Le Rafale est l'avion européen le plus vendu au monde. Pour l'armée de l'air française, la situation se complique légèrement. La France dispose d'environ 190 Rafales en service. La 5e tranche de 42 appareils a été commandée fin 2023, mais les premières livraisons ne commenceront qu'en 2027. Et après le crash de 2 Rafales en août 2024, une commande de remplacement de 2 appareils a été passée dans le budget 2026. Chaque appareil perdu se fait sentir quand la flotte est de cette taille. Abonnez-vous maintenant, parce que ce qui suit, c'est la partie que le ministère des Armées préfère ne pas mettre en avant. Passons sous la surface. Et commençons par la marine.
La France possède le Charles de Gaulle, seul porte-avions à propulsion nucléaire en dehors de la marine américaine. Mis en service en 2001, il déplace 42 000 tonnes et embarque jusqu'à 40 aéronefs, dont des Rafales marines. C'est l'outil de projection de puissance par excellence. Mais la France n'a qu'un seul porte-avions. Quand le Charles de Gaulle est en maintenance, et il l'est régulièrement pour des périodes de plusieurs mois, la France n'a plus de groupe aéronaval. 0. Le Royaume-Uni, avec un PIB comparable, en a 2. La Chine en a 3. Les États-Unis, 11. La bonne nouvelle, le remplacement est lance. En mars 2026, le président Macron a dévoilé le nom du nouveau porte-avions de nouvelle génération, le France Libre. 88 000 tonnes, 310 mètres de long, 2 réacteurs nucléaires, K22 de 220 MW chacun, contre 2 K15 de 150 MW pour le Charles de Gaulle. Budget, 10 milliards d'euros. Début de construction prévu en 2026 à Saint-Nazaire. Première tôle en 2031. Essai en mer en 2036. Mise en service en 2038. Mais 2038, c'est dans 12 ans avant. Et entre maintenant et la mise en service du France Libre, si le Charles de Gaulle tombe en panne longue durée, la France perd sa capacité de projection aérienne depuis la mer. Les sous-marins, en revanche, sont un point fort. La France maintient la permanence à la mer avec ses 4 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins de la classe, le Triomphant. Chacun porte 16 missiles M51, chaque missile portant 6 têtes nucléaires de 150 kilotonnes. À tout moment, au moins un SNLE est en patrouille quelque part dans les océans, prêt à frapper. C'est la composante océanique de la dissuasion nucléaire, et elle fonctionne. Côte, sous-marin, nucléaire d'attaque, le programme Barracuda est une réussite industrielle. 3 sous-marins livres, le Suffren en 2020, le Duguay-Trouin en 2023, le Tourville en 2024. Le 4e, le De Grasse, devrait être livre fin 2026. Le 5e et le 6e, Rubis et Casabianca, suivront d'ici 2029, soit 1 an en avance sur le calendrier initial. 6 sous-marins d'attaque de dernière génération. C'est un atout stratégique majeur. Alors, avec tout ça, où est le problème? Le problème est dans les détails que personne ne veut voir. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que c'est maintenant que les choses deviennent sérieuses. Premier problème, les munitions. C'est le talon d'Achille de l'armée française. Un rapport parlementaire l'a dit sans détour. En cas de guerre de haute intensité, l'artillerie française ne pourrait soutenir le combat que pendant environ 1 mois et demi. 1 mois et demi. En comparaison, la Russie tire entre 20 000 et 30 000 obus par jour en Ukraine. Le député Jean-Louis Thierriot a déclaré que les 7 milliards alloués aux munitions dans la loi de programmation militaire sont clairement insuffisants. En mars 2026, la France a annoncé une rallonge de 8,5 milliards d'euros supplémentaires pour l'achat de munitions entre 2026 et 2030. Ça s'ajoute aux 16 milliards de la LPM. C'est un signal d'urgence déguisé en bonne nouvelle. Le problème n'est pas seulement budgétaire, c'est industriel. Les usines d'armement françaises ne sont pas dimensionnées pour produire en masse. Pendant des décennies, la logique était de produire peu, mais de très haute qualité pour l'exportation. La production d'obus de 155 mm a été relancée, mais il faudra des années pour atteindre un rythme de production compatible avec une guerre de haute intensité. Deuxième problème, les effectifs. L'armée française vise 313 000 militaires actifs en 2026 avec un objectif de 26 000 nouvelles recrues par an. Mais la réalité est différente. En 2023, le budget prévoyait une augmentation nette de 1 547 postes. En réalité, les effectifs ont diminué de 2 515 postes. Pas une augmentation, une baisse. Le contraire exact de ce qui était prévu.
Les domaines les plus touches sont les fonctions techniques, maintenance nucléaire, maintien en conditions opérationnelles aéronautiques, informatique, cyber. Exactement les compétences dont une armée moderne a le plus besoin. Un ingénieur en cybersécurité peut gagner 3 fois plus dans le privé. Un technicien de maintenance aéronautique est chasse par Airbus et Dassault. L'armée n'arrive pas à rivaliser. Le ministère a lancé en 2024 la démarche Fidélisation 360 avec des revalorisations de grilles indiciaires pour les sous-officiers et officiers. Mais le problème structurel demeure. L'armée française est en concurrence avec le secteur privé pour des compétences rares et elle perd cette bataille. Troisième problème, la capacité de projection. La France peut déployer environ 30 000 soldats sur un théâtre d'opérations extérieures. Ça semble beaucoup, mais mettez cas en perspective. L'Ukraine a mobilisé plus de 700 000 soldats. La Russie en a déployé 300 000. Si la France devait participer à une guerre conventionnelle en Europe, ces 30 000 soldats représentent une contribution, pas une armée. Et projeter ces 30 000 soldats nécessite une logistique que la France ne possède plus en suffisance. Transport stratégique, quelques A400M, qui sont loués en commun avec d'autres pays européens. Ravitaillement en vol, une poignée d'avions M, RT, T, Phoenix. Hélicoptères de transport, des Pumas vieillissants progressivement remplacent par des H-160M, guepards qui arrivent au compte-gouttes. L'armée française est conçue comme un scalpel. Précise, technologique, capable d'opérations spéciales remarquables, le raid de Kolwezi en 1978, les opérations au Sahel, l'évacuation de Kaboul. Mais un scalpel ne peut pas gagner une guerre de tranchées. Et c'est exactement le type de guerre que l'Ukraine nous a montré être encore possible en Europe au XXIe siècle. Quatrième problème, la maintenance. C'est un sujet dont on parle peu, mais qui paralyse les armées au quotidien. Le taux de disponibilité des matériels, c'est-à-dire le pourcentage d'équipements réellement opérationnels à un moment donné, est chroniquement bas. Pour les hélicoptères, il tourne autour de 40%. Pour certains blindes, c'est pire. CA signifie que sur 10 véhicules, seuls 4 sont prêts à partir. La raison, des décennies de sous-investissement dans la maintenance et les pièces de rechange. On a acheté des équipements de haute technologie sans prévoir les budgets nécessaires pour les maintenir en état. Le char Leclerc, par exemple, un char de combat remarquable sur le plan technique, souffre de problèmes de disponibilité chronique. L'armée de terre possède environ 200 Leclerc, mais le nombre réellement déployable est bien inférieur. Alors, où en est-on vraiment? Faisons le bilan. Les forces. La dissuasion nucléaire est crédible et opérationnelle. Le Rafale est un avion de classe mondiale. Les sous-marins Barracuda sont une réussite. Le budget augmente massivement. L'industrie de défense est un atout. Dassault, Thales, Safran, Naval Group, MBDA sont des champions mondiaux. Les faiblesses, des stocks de munitions insuffisants pour tenir plus de quelques semaines en haute intensité, des effectifs en baisse dans les domaines critiques, un seul porte-avions avec 12 ans d'attente avant son remplacement, une capacité de projection limitée pour une guerre conventionnelle majeure, et une base industrielle de défense qui produit pour la qualité, pas pour la quantité. La France est la 6e puissance militaire du monde. C'est un fait. Mais cette puissance est optimisée pour un monde où les guerres sont courtes, chirurgicales et lointaines. Opération Serval au Mali, 4 mois. Opération Harmattan en Libye, 7 mois. Des frappes précisées, une supériorité aérienne écrasante, et on rentre à la maison. Le problème, c'est que le monde a changé. L'Ukraine a montré qu'une guerre en Europe peut durer des années, qu'elle consomme des milliers d'obus par jour, qu'elle nécessite des centaines de milliers de soldats, qu'elle dévore des stocks de munitions à une vitesse que personne n'avait anticipée. Et la France, avec toute sa technologie, toute sa dissuasion nucléaire,
tous ces Rafales n'est pas prête pour ce type de conflit. Pas encore. La loi de programmation militaire est un début. La rallonge de 8,5 milliards pour les munitions est un début. Mais transformer une armée de projection en une armée capable de soutenir un engagement prolonge qu'apprend une génération. C'est le paradoxe franqué. Une armée d'excellence, mais une armée de peacetime. Une armée qui peut frapper fort et vite, mais qui ne peut pas encaisser une guerre d'usure. La question n'est pas « la France est-elle une grande puissance militaire ?» Elle l'est. La question est « si demain, l'article 5 de l'OTAN est active, si la France doit se battre, vraiment se battre, pas bombarder depuis 5000 mètres d'altitude, mais tenir un front pendant des mois, est-ce qu'elle en est capable ?» Aujourd'hui, honnêtement, la réponse est non, pas seule. Et probablement pas assez longtemps, même avec ses alliés. Et vous, pensez-vous que la France doit se préparer à une guerre de haute intensité ou que la dissuasion nucléaire suffit? Écrivez votre réponse en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine vidéo analysera pourquoi l'Allemagne dépense 100 milliards d'euros pour son armée et ce que c'est y change pour l'Europe.